Bonjour et bienvenue sur ce webinaire sur une histoire par semaine et une histoire par jour. Merci d'être présent. Voilà, je vois que tout le monde commence à arriver. C'est super. Donc, bienvenue à tous. On va commencer d'ici 5 bonnes minutes. En attendant... Nous sommes prêts. J'ai l'impression que vous êtes plutôt prêts aussi de votre côté. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être présents ce matin avec nous pour bien commencer la journée. Et merci beaucoup déjà pour tout l'engouement, l'intérêt que vous avez pour cette nouvelle collection. On a vraiment pu voir qu'il y avait vraiment un intérêt pour cette collection. Et vraiment, on est ravis. Donc, on est vraiment super content de vous la présenter aujourd'hui via ce webinaire et en présence donc de Noémie et Pascal. Donc, merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous présenter la collection. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Noémie, du coup, je te laisse commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Noémie Coquet, je suis l'éditrice qui s'est occupée de la collection. Et donc, nous invitons aujourd'hui Pascal Bézu, qui est la directrice de collection et l'auteur de ces deux superbes ouvrages qu'elle va vous détailler dans un petit instant. Pour commencer, donc voilà, c'est une collection qui s'attache à la compréhension orale, la compréhension de textes lus par l'enseignant à la classe. Et nous avons deux ouvrages, Une histoire par jour, qui a été le premier, qui s'intéresse donc aux classes de CP, et Une histoire par semaine, qui est sorti juste cette année, et qui s'adresse aux classes de CE1 et CE2. Donc pour commencer par le premier, nous avons détaillé un petit peu tout ce qu'il y a dans le premier guide, qui est accompagné de 2 petits cahiers. Donc, on va vous expliquer la démarche. Donc voilà, le principe, c'est que c'est un gros guide pour l'enseignant. C'est un guide qui est épais, qui a à peu près 500 pages. Et donc, c'est vraiment un guide à destination de l'enseignant. Les élèves sont simplement en train d'écouter, ils n'ont rien entre les mains. Et donc, on a construit un outil clé en main pour enseigner la compréhension au CP, aider les élèves à travailler leur expression orale, puisqu'évidemment, ils vont échanger avec l'enseignant au cours de cette lecture. Et pour le premier, donc, on a prévu un guide de l'enseignant et 2 petits cahiers. Dans ce guide, on a 74 textes intégraux, parce que dans toute la collection, nous travaillons sur la lecture de textes intégraux. Ça, c'est important, on ne fait pas des extraits, on a vraiment le texte complet. Et donc, ils sont à lire et à commenter à voix haute pour la classe. Et on a des textes de littérature jeunesse et aussi des contes patrimoniaux. Pour la suite, je pense que c'est bien plus intéressant que ce soit Pascal qui vous raconte un peu l'origine de ce projet et comment il faut se servir de ce guide, comment il est construit. Et voilà. Pascal, si ça vous va, je vous laisse nous expliquer un peu ce premier ouvrage. Oui, alors bonjour à tous. Alors déjà, j'ai un petit peu envie de vous expliquer la genèse du projet. Parce qu'en fait, j'ai été enseignante dans le temps et aujourd'hui, j'enseigne à l'INSPE, mais autrefois, j'étais enseignante et je sais ô combien on a de nombreuses disciplines à enseigner. On a un travail de préparation assez titanesque. Et ce qui se passe, je trouve, ces dernières années, que vous les enseignants là, qui m'entendez, vous vivez très fortement, c'est la mouvance constante, c'est-à-dire que les programmes changent régulièrement, il y a beaucoup de recherche en didactique qui est faite, et du coup, il y a toujours de nouvelles injonctions ministérielles pour qu'on fasse entrer ces résultats de recherche en didactique dans la classe. Et finalement, notre métier est constamment en mouvance et extrêmement lourd en préparation. Alors, je fais aussi beaucoup d'animation pédagogique en formation continue. Et très souvent, je me posais la question quand même de comment les enseignants pouvaient
changer leur pratique comme ça, brusquement, parce qu'ils ont entendu une animation pédagogique, parce que les programmes ont changé, comment, comme ça, je peux changer les pratiques et intégrer ce que, par exemple, je leur disais dans leur pratique quotidienne. Et je me suis dit que plutôt que de toujours dire, voilà des exemples, voilà comment vous pourriez faire, voilà, j'ai commencé à réfléchir à faire des outils clés en main, en fait. Donc, c'était un peu le projet, quoi, de une histoire par jour, faire un outil qui soit vraiment clé en main, qui intègre les résultats de la recherche, hein, de ce qui concerne la recherche sur les stratégies de compréhension, et puis aussi d'autres choses, hein, comme on nous dit beaucoup d'être dans l'explicitation dans les programmes, on nous dit beaucoup qu'il faut annoncer l'objet d'apprentissage aux élèves, il faut beaucoup faire verbaliser les élèves sur leur stratégie, enfin voilà, tous ces différents éléments, j'ai essayé de les intégrer donc dans cette histoire par jour. Voilà, c'est ça le projet initial, c'est de faire un objet, un ouvrage clé en main, où l'enseignant peut le prendre et puis simplement le lire. Voilà. Noémie, je réponds à quoi maintenant? Voilà, en tout cas, ça c'était vraiment le projet initial. Ouais. Et donc, si vous pouvez nous dire quelques mots sur, du coup, la construction d'une histoire par jour pour le CP, comment il est construit et à quoi servent les cahiers? Alors, une histoire par jour, c'est donc un ouvrage, l'idée, c'est dans les programmes, on nous parle beaucoup de la routinisation, hein, et aussi du côté spiralaire des enseignements. Et puis que c'est grâce à la répétition que les élèves vont pouvoir apprendre, hein. Il y a cette histoire de mémorisation qu'il faut toujours réactiver des connaissances pour pouvoir les mémoriser et pour qu'elles s'automatisent. Et du coup, j'ai imaginé ce travail avec une histoire par jour. Donc, comme le titre le dit bien, c'est effectivement une histoire par jour, mais en fait, c'est pendant 3 jours par semaine, quoi, en fait, hein, et puis, ou 4 jours par semaine, pardon, sur une histoire par jour. Et donc, tous les jours, l'enseignant prend du temps pour lire une histoire, et donc, grâce à ça, les enfants sont face tous les jours à la particularité de la langue de l'écrit. En fait, la langue de l'écrit est différente de la langue de l'oral. Vygotsky disait même que c'était une langue étrangère par rapport à la langue de l'oral, parce qu'elle doit se suffire à elle-même, parce qu'elle est faite avec des outils particuliers, parce qu'il y a beaucoup de reprises pronominales ou nominales, il faut éviter des répétitions, etc. Donc, c'est une langue bien particulière. Et le fait de mettre tous les jours les élèves face à cette langue et d'entraîner des stratégies pour comprendre la spécificité de cette langue, eh ben, permettait aux élèves finalement de se familiariser et d'automatiser les stratégies. Sauf que pour automatiser les stratégies, eh ben, on va régulièrement travailler une stratégie sur un texte. C'est-à-dire, nous, les enseignants, on a l'habitude de donner un texte à nos élèves et de poser des questions dans l'objectif de comprendre le texte. Et pour comprendre le texte, on va utiliser différentes stratégies. Et moi, je fais quelque chose qui est un peu différent, c'est-à-dire que je propose un texte aux élèves qui va nécessiter l'utilisation fréquente de la même stratégie de compréhension. Donc, il a fallu choisir des textes qui correspondaient à l'exercice d'une stratégie de compréhension spécifique. Et du coup, comme les enfants vont être toujours entraînés à cette même stratégie de compréhension, ils vont finalement l'automatiser, la comprendre, l'automatiser, la réguler, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça le principe, en fait. C'est que je fais des entrées donc, dans l'ouvrage qui est différentes étapes. On entre par étapes, et dans chaque étape, on apprend, les élèves apprennent une stratégie particulière de compréhension. Alors, ça va être au début, la première étape, c'est dégager la macrostructure d'un texte et comprendre les pensées et les intentions du héros.
Alors, je les ai mises ensemble parce que dégager la macrostructure d'un texte, c'est surtout à la fin du texte qu'on dit alors de qui parle cette histoire, qu'est-ce qui est arrivé, on le dit à la fin et du coup, au cours de l'histoire, j'interroge les élèves sur les pensées et les intentions du héros, qui sont les recherches que vous connaissez certainement tous, hein, qui sont des recherches relatives particulièrement à Roland Guagou. Et la deuxième étape, on va travailler, utiliser différentes stratégies pour comprendre un mot. Donc, cette fameuse question du lexique, du vocabulaire, où moi, dans le temps, quand j'enseignais, on donnait un texte aux élèves, on leur faisait lire et on disait quels sont les mots que vous n'avez pas compris et on leur expliquait le mot. Sauf qu'en leur expliquant le mot, d'une part, ils ne le retiennent pas forcément et d'autre part, eh ben, ils n'apprennent pas à avoir des stratégies pour comprendre un mot. Or, nous tous, nous avons des stratégies. J'aime bien raconter l'exemple dans un ouvrage, il y avait c'est Catherine Pancola, qui avait écrit « Je rencontrais tous les jours mon tourmenteur dans les escaliers ». Et donc, tout le monde comprend ce que c'est qu'un tourmenteur. Hein. Et en fait, le jour où j'ai voulu écrire ça à l'époque pour mes étudiants, j'écris tourmenteur, l'ordinateur, il me souligne en rouge et c'était un mot qui n'existait pas. C'est intéressant. On comprend tous que c'est un tourmenteur, tous, hein, parce qu'en fait, on a des stratégies qui sont de travailler sur la morphologie. On a d'autres stratégies qui sont d'utiliser le contexte, on a d'autres stratégies qui sont de comprendre qu'un mot est polysémique, on a d'autres stratégies, c'est que tout d'un coup, là, le mot ne convient pas au contexte et on comprend que c'est une expression figurée. Donc, toutes ces stratégies que nous, on a automatisées, ben, c'est ça qu'il faut enseigner aux élèves. Et donc, dans cette étape 2, eh ben, on explique, j'explique, enfin, je travaille autour de l'explication de ces stratégies pour comprendre un mot. En étape 3, ça va être comprendre les reprises nominales et pronominales. Donc, vous savez bien aussi hein, que quand on a un animal et ensuite une bête et ensuite le chien, les enfants, il y a des recherches qui ont montré ça, les enfants pensent qu'il y a 3 animaux dans l'histoire. Ou bien, il a vu une araignée et une énorme, une qui fait faire des cauchemars. Et ben, il y a combien d'araignées? Il y en a 3. Hein. Il y a l'araignée, il y a l'autre qui est énorme et il y a l'autre qui fait faire les cauchemars. Et du coup, les enfants, comme ils construisent des choses comme ça parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas le principe de pronominalisation, à la fin, ils nous disent « je n'ai rien compris ». On se dit quand même, pourtant, c'est quand même pas compliqué. Voilà l'idée du travail. Oui, tout à fait. Je pense que ça sera bien clair quand on entrera dans le détail du sommaire du deuxième ouvrage, ce que je vais afficher rapidement. L'idée, c'était vraiment, Pascal, vous m'aviez dit que pour le CP, on a tout ce travail d'apprentissage de la lecture qu'on va faire d'un côté avec les méthodes de lecture, mais c'est vrai que la compréhension se fait plutôt à l'oral. Et c'est vrai que notre guide voilà, voulait répondre vraiment à ça, pour travailler la compréhension, comme on ne peut pas le faire sur des textes parce que l'enfant ne sait pas encore lire. Ben voilà, tout va se passer à l'oral. Et c'est pour ça que donc voilà, on a ce guide avec les stratégies de compréhension qu'on va vous détailler plutôt sur le second. Et puis les petits cahiers qu'on a prévus uniquement pour la partie CP, qui sont une manière de garder une trace écrite, puisque effectivement la compréhension, on n'aura pas du tout au CP ou très peu de traces écrites de ce qu'on fait en compréhension, puisque ça se passe à l'oral. Et donc ces petits cahiers qu'on a ajoutés avec le guide servent vraiment voilà, à garder une trace de ce qu'on a fait, à voir les résumés, à faire le lien avec les parents, parce que c'est vrai que très souvent les enfants ne racontent pas ce qu'ils font à l'école aux parents et que les parents ne savent pas vraiment, surtout si ça se passe à l'oral. Donc voilà, c'est l'intérêt des 2 petits cahiers. Est-ce que Pascal, vous avez des choses à ajouter sur le premier tome ou est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet sur le second? Oui, alors sur le premier tome, ce que je voudrais ajouter, effectivement, c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'à l'école, au CP, les enfants doivent apprendre à lire, donc apprendre à décoder. Aujourd'hui, avec les préconisations ministérielles, il faut absolument que les enfants soient sur des textes 100% déchiffrables. Et puis, à côté de ça, eh ben, il faut aussi qu'ils apprennent à comprendre, puisque
lire, c'est décoder et comprendre. Or, sur les textes à déchiffrer, souvent, c'est de la compréhension de premier niveau. Et donc, effectivement, on travaille la compréhension à ce moment-là sur des lectures entendues, effectivement. Donc, les enfants bénéficient à la fois d'un enseignement systématique de décodage avec les gammes de lecture, l'entraînement à l'écriture, etc. Mais qu'à côté, qu'il y ait un travail systématique sur la compréhension, mais sur des textes qui nécessitent des stratégies de compréhension. Voilà, oui. Alors, je passe à notre deuxième volume, CE1, CE2. Où on va retrouver vraiment le même principe de construction. On a là aussi, comme vous l'expliquait Pascal, un outil clé en main. On a aussi donc des textes intégraux avec des séances qui sont vraiment détaillées pour que ce soit très facile à prendre en main et où vraiment on est tout le déroulé vraiment de façon bien complète et bien facile à suivre. Et dans ce deuxième ouvrage, on va bien sûr avoir des petites différences par rapport au premier ouvrage, parce qu'en CE1, CE2, on sait lire. Donc du coup, la compréhension orale ne va pas être travaillée de la même façon et ne va pas être travaillée au même rythme. C'est pour ça que d'une histoire par jour au CP, on passe à une histoire par semaine, parce qu'une bonne partie de la compréhension en CE1, CE2 se fait sur des textes qui sont lus par les élèves eux-mêmes. Et nous restons sur des textes lus par l'enseignant. Tel que le préconisent d'ailleurs les programmes. Les programmes préconisent différents types de lectures, dont des histoires entendues, justement des textes un peu plus résistants qui soient lus par l'enseignant. Donc on est dans le cadre, si vous voulez, des programmes, quoi. Alors, je vous propose qu'on observe ensemble le sommaire pour vous montrer comment est construit l'ouvrage et quel type de texte on va y trouver. Alors, il y a 2 pages, voilà, parce qu'il y a une série 1 et une série 2. L'ouvrage étant construit en 2 parties pour avoir une série 1 qui, si je me souviens bien, est plutôt pour le CE1 et une série 2 qui sera plutôt pour le CE2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Pascal, de ce sommaire, la manière dont tu l'es construit et le choix des textes? Alors, d'une part, dans la série 1, qui est devant, qui est à l'écran et qui s'adresse plutôt au CE1, on a la partie 1 qui correspond au premier semestre, à un premier semestre, la partie 2 qui correspond donc au deuxième semestre. La partie 2 reprend exactement la même structure que la partie 1, c'est-à-dire que dans la partie 1, on va travailler les différentes stratégies de compréhension avec une intervention de l'enseignant qui est un peu plus importante qu'en partie 2, puisque dans la partie 1, petit à petit, sur la première histoire, par exemple, le cartable magique, l'enseignant va plus expliquer la stratégie et comme il y a 3 histoires qui se suivent, va l'expliquer de moins en moins. Et puis après, il y a réactivation donc, dans la partie 2 de cette même stratégie. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne donc, la progression par étapes, quoi. C'était compliqué de hiérarchiser parce que finalement, tout est important quand on comprend un texte, mais finalement, j'ai essayé de donner une progression quand même. J'ai essayé quand même de mettre des choses plus importantes avant d'autres, même si tout est important en fait. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, au début, évidemment, dégager la macrostructure d'un texte, c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre un texte. Donc voilà, il y a une progression dans les étapes. La deuxième, donc, c'est les stratégies pour comprendre un mot, ensuite la reprise nominale, ensuite hiérarchiser les informations du récit, et puis comprendre l'implicite grâce aux inférences textuelles et culturelles. Et puis, à chaque fois, dans chaque partie, il y a une étape 6 qui permet d'entraîner les différentes stratégies qui ont été enseignées. Et puis, vous voyez sans doute que n'apparaît pas dans la progression le travail autour des connecteurs, parce que quand on dit Léa est malade, mais elle va à l'école,
c'est bien parce qu'il y a le mais, elle va à l'école, qu'on comprend pourquoi elle va à l'école alors qu'elle est malade. Hein. Donc, tous ces connecteurs, ils sont importants à comprendre. Jean-Émile Gombert disait qu'on faisait un calcul syntaxique à partir des connecteurs pour pouvoir articuler les phrases entre elles et finalement les comprendre. Alors, je n'ai pas fait un chapitre spécifique sur les connecteurs, alors que j'en ai fait un dans une histoire par jour, pardon. Je les traite au fil de l'eau, en fait. Au cours des histoires, je traite les connecteurs. Voilà, ça c'est ce qui est pour la progression des étapes. En ce qui concerne le choix des histoires, des albums. Alors, j'en ai lu des histoires. Hein. J'ai fait un sitting dans les médiathèques strasbourgeoises pour lire tous ces albums. Donc, il fallait que les albums correspondent à différents critères. D'une part, bien évidemment, que dans une histoire, je retrouve une stratégie qui nécessite qu'il soit récurrente, quoi, pour qu'on puisse la travailler. Ensuite, il fallait que l'album ne soit pas trop long, parce que vous, quand vous lisez une histoire à vos élèves, il faut que ce soit quand même relativement court, sinon vous allez mettre 3 heures. Donc, quelque chose qui soit relativement court. Ensuite, une histoire qui soit, voilà, qu'on a envie de lire, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi les histoires. Et ce qu'on a voulu aussi avec Noémie, c'est de varier donc des histoires de la littérature de jeunesse, des histoires, des contes. Voilà, on a voulu varier les différents types d'histoires, quoi. Voilà, il y a des histoires drôles, il y a des histoires tristes, il y a des histoires qui font réfléchir. Enfin, voilà. Et donc, ces histoires, une fois que j'avais sélectionné toutes ces histoires en fonction de critères qui étaient beaucoup la longueur au début et puis l'intérêt de l'histoire, qu'elle soit sympa, quoi. Après, je les ai catégorisées en fonction de la stratégie qu'on pouvait travailler. Oui, et pour vous rappeler donc la richesse des 2 ouvrages, dans l'ouvrage CP, on a 74 textes intégraux et dans celui-là, je pense qu'on en a à peu près, entre 50 et 60 pour vous donner une idée du nombre de textes qui sont travaillés. Donc voilà, ça fait des ouvrages, des gros ouvrages. Parce que en CP, comme c'est une histoire par jour, parfois je divisais une histoire en 2. Parfois, pas très souvent, hein, parfois. Et il m'est arrivé l'une ou l'autre histoire, mais très peu, hein, de la diviser en 3 temps parce que c'était trop. Ça faisait trop de texte. Les histoires sont plus courtes en CP qu'elles le sont en CE1. Donc voilà, j'ai pu On a des épisodes. Là, vous pouvez le voir dans le voilà. sommaire. Il y a certaines histoires qui sont en épisodes. Donc, en CP, on a des histoires plus courtes. Et là, on a des histoires un peu plus longues en CE1, CE2. Donc, Oui. on a plus d'épisodes. Oui. Pascal, ensuite, on a fait un petit récapitulatif avec un schéma des stratégies de compréhension sur le CE1, CE2. Donc, on a un petit récapitulatif là sur la gauche des 6 stratégies qu'on travaille en CE1, CE2. Il y en a un peu plus en CP parce qu'il y a besoin de faire plus d'étapes et de prendre davantage de temps. En CE1, c'est un peu plus ramassé. Et puis, on vous a fait un schéma des séances pour vous montrer un peu comment se passent les séances de lecture-compréhension. Voilà, avec différentes étapes, différents moments de la journée. Donc, voilà, Pascal va vous expliquer tout ça. Alors, avant d'expliquer, parce que j'appréhende un peu ce petit temps d'explication, parce que comme ça, c'est comme une règle du jeu, hein. Quand on vous explique une règle du jeu, en général, vous ne comprenez rien, mais après, c'est tellement simple. D'abord, je voudrais vous raconter une petite histoire, après tout, hein. Quand j'ai eu l'idée de ce projet, il se trouve que je travaillais avec une équipe, enfin, ce n'était pas REP+, à l'époque, mais c'était ZEP, c'était une école en très grande difficulté à Strasbourg, avec des élèves qui ne comprenaient pas la lecture, qui ne comprenaient pas les textes, etc. Et donc, j'avais imaginé ce dispositif-là, une histoire par jour. Et
Et c'est vrai que quand on l'explique comme ça a l'air un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que, je me rappelle, hein, les enseignants avaient essayé, et puis on avait une réunion une semaine après, et j'appréhendais terriblement cette réunion parce que je craignais en fait que c'était trop compliqué. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit vraiment qu'ils aimaient beaucoup, que les enfants en redemandaient, qu'ils étaient contents. Donc ça m'a beaucoup rassurée de ce dispositif, de cette démarche que j'avais mise en place. Je vous dis ça en préambule pour qu'avec mes grandes explications, vous vous disiez « mais non, c'était bien quoi hein, ». Bon. Donc la démarche, elle est la suivante. La première chose, donc, Noémie, là, j'explique comment on le lit, c'est ça? Comment on fait, c'est ça? Voilà les différentes dit après. Comment ça se Oui, passe? non, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Donc, ça se passe de la façon suivante. Une séance se passe de la façon suivante. Donc, l'enseignant démarre en donnant une espèce de résumé de l'histoire. C'est pour créer un horizon d'attente. C'est vrai que nous tous, quand on va apprendre, quand on choisit une histoire, quand on choisit un roman, un livre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tous la quatrième de couverture pour voir si ça nous convient ou pas. Donc voilà, c'est la même chose. On crée un horizon d'attente avec cette présentation de l'histoire, et ça donne aussi l'occasion parfois d'expliquer un univers un peu spécifique. Voilà. Ensuite, l'enseignant dit voilà l'objectif d'apprentissage. Voilà ce que vous allez apprendre. Vous avez déjà appris la semaine dernière. On reprend cet objectif. Enfin voilà, il est très clair sur la verbalisation de l'objectif d'apprentissage. Ensuite, l'enseignant lit l'histoire et de temps en temps pose une question aux enfants quand il s'agit d'expliquer en fait un mot ou d'expliquer quelque chose en fonction donc de la stratégie qui est travaillée. Alors, l'enseignant pose une question et on a écrit dans l'ouvrage « Laisser parler un ou deux élèves ». Effectivement, si vous voulez, l'idée, c'est que, évidemment, les élèves répondent. Pour les élèves, en réalité, au début, ce n'est pas si facile que ça de répondre parce que c'est très nouveau pour eux. C'est bien parce qu'il y aura une répétition du même type de questions qu'au bout d'un moment, ils vont pouvoir répondre plus facilement. Donc, laisser parler un ou deux élèves, ce qui est important surtout, c'est que les enfants réfléchissent à la question. Que tout d'un coup, ah ben oui, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce mot? Qu'est-ce qui veut dire ce mot et comment est-ce que vous faites pour le comprendre? Tout d'un coup, on se pose la question. Donc, on laisse parler juste un ou deux, sinon il y a trop de dispersion, il ne faut pas disperser comme ça, il faut rester dans le vif du sujet. Donc, un enfant répond et ensuite, j'ai mis la réponse. Je mets toujours « oui », puisqu'en général, à nos élèves, on dit « oui ». Et puis après, je donne la réponse. Donc, vous pouvez lire la réponse qui est donnée. Et en fait, au passage, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à écrire parce que j'ai toujours voulu l'expliquer dans le langage des enfants. Quand vous expliquez quelque chose à des enfants qui sont en CE1 ou en CE2 ou en CP, expliquer le principe d'opposition, si vous voulez, voilà, j'ai essayé vraiment de trouver des mots pour que les enfants puissent comprendre l'explication. C'est pour ça aussi qu'elle est à chaque fois écrite, parce que ça simplifie en fait. Donc voilà, on fait ça pendant toute l'histoire, dans un premier temps. C'est-à-dire que, parce qu'il y aura un deuxième temps où il y aura l'histoire qui sera lue intégralement. Quand l'histoire est terminée, eh ben, l'enseignant va demander à deux élèves de résumer l'histoire. Alors ça, je m'appuie aussi sur les programmes où on demande beaucoup aux élèves de faire des rappels de récits. Ça s'appelle des rappels de récits. Alors, je propose qu'on appelle deux élèves et qu'on change de semaine en semaine les deux élèves. Pourquoi deux élèves? Parce que quand on est appelé tout seul, on est un peu effrayé.
et 2, ils vont un petit peu céder. Donc, voilà, l'enseignant donc appelle 2 élèves pour qu'ils tentent de faire le rappel de récit et de résumer l'histoire. Quand les enfants ont terminé, c'est l'enseignant qui va proposer. Oui, voilà ce que moi je dirais. Et à ce moment-là, l'enseignant propose le rappel de récit. Et donc, vous trouvez aussi le rappel de récit dans l'ouvrage. Et après, l'enseignant rappelle explicitement la stratégie de compréhension qui a été travaillée et l'illustre avec des exemples tirés du texte. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Ensuite, on va travailler donc plus spécifiquement la langue orale. Et donc, ça, c'est ce qui se distingue d'une histoire par jour. En une histoire par semaine, CE1, CE2, on va travailler différents types de discours. Et donc, ça va être d'écrire, expliquer et débattre. Ces 3 types de discours avec raconter qui a été fait avant. À l'issue du débat, qui soit interprétatif ou philosophique, mais je vais développer la question du débat tout à l'heure, pas maintenant, mais je voudrais la développer tout à l'heure. Il y a une phase d'entraînement à l'écriture parce que du débat on va dégager une phrase, une règle, quelque chose en fait. Et l'idée, c'est de demander aux élèves qui ont donc un cahier de littérature, enfin lié à cet ouvrage. Et donc, chaque fois, les élèves vont copier en fait une phrase qui est la phrase issue du débat. Alors, ce n'est pas copier une phrase. L'idée, c'est qu'ils puissent copier. L'idée de l'écriture, c'est de la copie pour qu'ils n'écrivent pas des choses fausses. Hein. Et là, je m'appuie aussi sur Stanislas Dehaene qui dit qu'il faut éviter au maximum de laisser les élèves écrire en faisant des erreurs. Donc voilà, j'ai essayé dans cet ouvrage de cadrer les choses pour que ce soit plus facile. Et donc à l'issue du débat, il y a différentes choses qui peuvent être écrites au tableau et les enfants vont choisir ce qu'ils veulent écrire, mais les traces sont au tableau. Donc ça, c'est pour écrire. Voilà. Dans un deuxième temps, l'enseignant va demander de nouveau reprendre cette histoire. Et donc là, il va demander, c'est beaucoup plus rapide, il demande aux 2 élèves qui avaient tenté de raconter l'histoire, de raconter cette histoire. Ensuite, il va demander aux élèves, cette fois-ci, ce sont les élèves qui vont verbaliser les stratégies de compréhension qu'ils ont apprises. C'est les élèves, cette fois-ci, qui vont les verbaliser. Et ensuite, l'enseignant relit toute l'histoire sans aucune coupure et il demande aux élèves de coucher la tête sur la table ou de faire ce qu'ils veulent, en tout cas d'écouter cette histoire en faisant le film dans leur tête. Donc, il y a cette phase-là. Et puis, ensuite, il y a une autre phase qui est une phase quart d'heure démo. Alors, j'imagine que vous êtes en train de vous affoler en vous disant « mais ça ne termine plus ». Cette histoire, mais je vous rappelle qu'à l'école, on a écriture, on a des temps pour comprendre, on a des temps pour faire du vocabulaire. Enfin voilà, ça va se prendre sur différents temps de l'emploi du temps. Alors, la question du lexique, je vais aussi peut-être la développer encore plus tout à l'heure, mais quand même l'expliquer ici. La question du lexique, moi, je me dis aussi souvent que on explique un mot aux élèves et puis voilà, si après on ne le réutilise pas, il y a pas ils ne peuvent pas mémoriser ce mot. Et du coup, je propose une activité qui s'appelle le quart d'heure des mots, ce titre doit résonner chez ceux ou celles d'entre vous qui êtes en maternelle, puisque dans le guide Les mots pour la maternelle, on propose
faire une activité quotidienne du quart d'heure démo. Et je trouvais vraiment ça très intéressant. Et donc, dans ce quart d'heure démo, il est proposé de faire une fiche de lexique qu'on développera tout à l'heure, hein, une fiche de lexique liée à l'histoire, mais qui est très interactive. En fait, ça ne met pas un quart d'heure pour le faire. Donc, aux enseignants de choisir, soit les enfants répondent sur ardoise, soit sur photocopie, soit à l'oral. Enfin, à l'oral, ce n'est pas une bonne idée parce que tous les enfants ne participent pas. Enfin, l'idée, c'est que ce soit très interactif. Sur chaque fiche, il y a juste 4 exercices. Chaque exercice a 5 items ou 6 items, mais ce sont des exercices du genre vrai-faux, qui est l'intrus, enfin ce genre de choses, on le développera tout à l'heure. Et l'idée, donc, c'est une fois que vous aurez lu 6, 7 histoires, et bien des fiches quart d'heure démo, vous en avez plusieurs. Donc, vous faites la fiche quart d'heure démo liée à l'histoire, mais après, eh ben, on va faire d'autres fiches quart d'heure démo, en fait, pour réactiver tout ce vocabulaire. J'en parlerai tout à l'heure du principe de réactiver quand on sera plus en détail sur le lexique. Voilà comment se passe donc la démarche pédagogique. Donc, j'imagine bien que quand je la raconte comme ça a l'air un petit peu compliqué, sauf que ça n'est pas tant que ça. Une fois qu'on a l'ouvrage en main, c'est une habitude, les choses sont assez rapide. Hein. J'essaye aussi toujours que ce ne soit pas trop long. Hein. Il faut que les temps soient courts hein, quand on fait un débat ou quand on décrit quelque chose. Voilà, c'est pas. Évidemment, il ne faut pas perdre les élèves. Hein. Tout ça est très interactif. Et puis, encore une fois. Oui, Noémie? Non, je vous en prie, Pascal, vous pouvez finir. Et encore une fois, il y a des temps par rapport à l'emploi du temps qui vont être pris sur comprendre dans vos emplois du temps, un autre temps sur le vocabulaire, hein, vous avez aussi du vocabulaire à faire en classe, un autre temps sur le temps d'écriture, enfin voilà. Voilà. Et donc ici, Noémie est en train de vous mettre la page, donc vous le voyez. Hein, d'abord, bon, ici, présentation, préambule à l'attention des élèves, c'est la toute première histoire, le cartable magique, c'est la toute première histoire pour les CE1 au début d'année. Donc, on explique d'abord cette question d'histoire qu'on va lire. Et puis après, vous voyez présentation de l'histoire et création d'un horizon d'attente, présentation de l'objet d'apprentissage. Ensuite, vous voyez le principe. Ce qui est en gras, eh ben, c'est l'histoire, c'est le texte de l'histoire. Et puis ensuite, vous voyez les commentaires que je peux faire et qui sont à chaque fois avec une note. Et la note, c'est pour vous montrer didactiquement qu'est-ce qu'on travaille, quoi. Voilà. Et vous avez donc principalement comprendre les pensées et les émotions du personnage, puisque c'est l'objet de cette histoire. On a organisé donc la manière de lire et de présenter les différents commentaires. Donc, comme vous le disiez, Pascal, on a l'histoire qui est écrite en noir et en gros. Ensuite, en gris, en plus petit, vous avez les commentaires que l'enseignant peut dire aux élèves pour justement arrêter le texte, poser sa question, etc. Et on a des petits commentaires qui sont en orange, qui sont vraiment pour vous, qui vous donnent des indications, à quel moment vous pouvez montrer par exemple une image de vocabulaire pour préciser quelque chose, à quel moment laisser parler les élèves, à quel moment reprendre la main. Donc voilà, vous avez vraiment une lecture qui est détaillée pas à pas, avec un langage aussi très particulier. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est la même chose sur le CP aussi. Pascal, je crois que vous avez vraiment formulé les phrases comme un enseignant peut s'adresser à ses élèves. Donc, c'est un langage qui est très oral dans l'écrit. Donc, voilà, donc c'est normal que voilà, on ait ce langage très oral avec des répétitions. C'est vraiment un exemple de la manière qu'on peut utiliser, le type de langage qu'on peut utiliser pour les petits. Parce que j'ai enseigné pendant 30 ans quand même. Hein. J'ai enseigné en maternelle, enfin voilà, en cycle 2, en cycle 3. Voilà, j'ai l'habitude hein, des élèves. J'ai été beaucoup en classe et puis après, j'ai continué à aller beaucoup dans les classes pour expérimenter des outils divers et variés.
Et c'est pour ça, voilà, que ça me semblait important d'avoir ce langage enfant, entre guillemets. Et je voudrais rajouter aussi que quand on dit montrer le globe ou le planisphère, en fait, toutes les illustrations, tout ça est téléchargeable sur le site. Donc, vous avez toujours, on peut mettre la dia avant, Noémie? Alors, hop. On a du matériel qui est indiqué. Oui, en haut à gauche. Moi, je n'ai pas la dia d'avant pour montrer que le matériel est indiqué en haut à gauche, mais ce n'est pas grave. Donc, en haut à gauche, il y a le matériel qui est indiqué. Il est téléchargeable. Voilà. En haut à gauche, en dessous de l'objectif, matériel à prévoir. Bon, un globe ou un planisphère. Donc, le planisphère, on le trouve en téléchargeant sur le site de Belin. Voilà, tout à fait. Alors, pour les pages suivantes, vous avez donc, après la partie de texte, donc ce qui suit la lecture, comme Pascal vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a tout un travail de reformulation qui se met en place où les élèves vont donc reprendre avec l'enseignant la trame narrative de l'histoire et verbaliser. L'enseignant va verbaliser ce qu'on est en train de travailler. Avec des exemples précis, liés cette fois-ci au texte pour que la stratégie qui est quand même en métalangage, qui est un langage un peu soutenu, que les enfants ils aient des illustrations. Et donc, on comprend mieux avec des illustrations ce qu'on a fait. Voilà, tout à fait. Et ensuite, vous avez donc la partie d'apprentissage de l'expression orale, qui est donc vraiment spécifique au CE1, CE2, puisque là, on va, comme vous le disiez Pascal, travailler plus en profondeur tout ça, et avec les débats, qui sont vraiment une spécificité du CE1, CE2, voilà, où on a une manière vraiment différente de travailler. On va avoir donc le débat, et autre nouveauté du CE1, CE2, c'est le fameux quart d'heure des mots, qu'on ne travaille pas en CP. Voilà. Est-ce que téléchargeable. Il est téléchargeable. Il ne figure pas dans l'ouvrage, il est téléchargeable. Tout à fait, on vous montrera les fiches pour que Pascal vous explique comment elles sont construites. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter sur justement tout ce travail de l'expression orale? Alors, soit, je ne me rappelle plus si on a une dia sur le débat, mais moi, je voudrais parler du débat. C'est ici, vous pouvez en parler ici. C'est ici que je parle du débat. Alors, vous savez tous que dans la compréhension, il y a aussi tout le travail de Catherine Tovron qui parle des textes qui sont incomplets, des textes résistants, des textes opaques. Elle a cette expression de parler de textes opaques. Et donc, cette idée que les enfants doivent apprendre à comprendre que tout n'est pas dit, qu'il y a des zones un petit peu de flou. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé des questions relatives au débat, enfin à l'interprétation, des questions d'interprétation. Donc, dans cette partie débattre, il y a d'une part le débat interprétatif qui donc fait écho à tout le travail de Catherine Tovron, et ailleurs, à côté, il y a le débat philosophique qui fait écho à une passion que j'ai, qui est, je trouve, vraiment intéressant de permettre aux enfants aussi de discuter à propos de sujets qui sont soulevés par le texte. Alors, vous connaissez certainement tous Frédéric Lenoir qui a créé une association qui s'appelle Sève, dont l'objectif est justement de faire des débats philosophiques avec les élèves. Donc, voilà, c'est dans cette mouvance-là que je m'inscris. Alors, pour vous donner des exemples, d'abord de débats interprétatifs. Par exemple, un débat interprétatif, je demande habituellement dans les contes, les méchants sont punis. Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Alors là, voilà. Et donc, on fait réfléchir les élèves à cette question. Ou alors, pourquoi Gabin a-t-il de plus en plus peur? Ou bien, pourquoi la musique triste que joue Petite Cigane a-t-elle permis d'emporter la colère et le chagrin des villageois? Donc, tout ça, vous voyez, c'est des choses qui sont dites dans le texte, qui ne sont pas vraiment expliquées, et donc, voilà, et qui nécessitent un débat interprétatif. Voilà des idées de débat interprétatif. Et puis, des débats philosophiques. Exemple, les dragons se sont moqués de Flamme parce qu'ils n'étaient pas comme eux.
pensez-vous que ce soit bien que tout le monde se ressemble? Moi, je suis… Voilà. Est-ce que dans votre vie, ça c'est un autre débat, est-ce que dans votre vie, il vous arrive aussi d'en vouloir toujours plus? Autre débat. Cette histoire donne un message aux enfants. Il faut obéir aux parents. Pourquoi faut-il obéir aux parents? Alors, l'idée, après, vous verrez, hein, c'est pas tellement qu'il faut obéir aux parents, c'est que les parents protègent leurs enfants. Hein. Donc voilà, et voilà les débats qui sont abordés, des exemples de débats. Et donc, pour ces débats, j'ai aussi essayé de vous aider, en fait. Hein, donc, j'oriente un peu, je vous dis, vous pouvez développer telle idée, telle idée, telle idée. Et puis après, je propose aussi de laisser donc une trace écrite. Et souvent, je donne un exemple de phrase que vous pourriez mettre pour que, voilà, parce que pour vous aider en fait. Hein. Après, si vos élèves vous emmènent ailleurs et que vous faites autre chose, eh ben, c'est formidable. Hein. Et voilà, j'ai aussi à chaque fois essayé de vous donner une phrase qui pourrait un petit peu résumer l'idée qu'on pourrait avoir de ce débat. Voilà. Oui, vous me disiez aussi, Pascal, que les débats, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être très long. Vous nous disiez, c'est quelque Oui, chose, voilà, c'est 5 minutes de 3 petites questions. voilà, Et voilà, voilà, c'est c'est ça. quelque chose qui va aller assez vite. Oui. On termine, Pascal, par votre travail sur le quart d'heure des mots, le fameux quart d'heure des mots. Donc, c'est la Le nouvelle fameux activité quart d'heure des mots. CE2. Voilà. Voilà, donc on vous met à l'écran un exemple de fiches qui sont donc téléchargeables sur le site. Et donc, les fiches sont toujours en double. Il y a une version pour l'enseignant avec les réponses attendues et une version pour les élèves, si vous voulez les utiliser pour les photocopier, les distribuer en classe. Mais comme vous disait Pascal, il y a aussi des choses qu'on peut faire à l'ardoise, beaucoup plus, de façon plus souple. Ça, c'est vraiment à l'enseignant de choisir la modalité qui l'arrange le plus. Oui, on peut par exemple à l'ardoise mettre tous les mots nouveaux qui concernent l'histoire et puis après, ben, de toute façon, toutes les questions vont concerner ces mots nouveaux. On peut demander aux enfants donc de répondre sur ardoise. Enfin, vous trouverez bien une façon de faire. Donc, l'idée d'abord de ce quart d'heure des mots, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est que les enfants retrouvent ce vocabulaire parce que je me suis appuyée donc sur ce guide Les mots de la maternelle dans lequel d'ailleurs ils expliquent très bien le principe de mémorisation avec les 3 phases qui sont l'encodage, le stockage et la récupération. Donc l'encodage, c'est au moment où on lit l'histoire, on explique le mot, ça c'est l'encodage. Ensuite, il y a le stockage. Et bien, le stockage, c'est justement quand on va faire cette fiche quart d'heure des mots après l'histoire. C'est la phase de stockage. Et comment est-ce qu'on va faire la récupération? Ben, c'est justement, voilà, semaine 6, et ben, tout d'un coup, je peux reprendre la fiche de la semaine 1. Et puis un jour, semaine 15, je reprendrai, vous voyez, ça se passe comme ça, en fait, la récupération. Je le fais d'abord 4 jours après, ensuite je le fais 10 jours après, ensuite je le fais 2 semaines après, puis après c'est entré dans la mémoire à long terme. Voilà, donc dans ces exercices, j'ai voulu être très rapide, que ce soit ludique. Alors j'ai une grosse expérience hein, avec les élèves de faire des jeux comme ça, avec l'intrus, tout ça. Je sais que les enfants aiment toujours, on a tous un peu ce gène de l'intrus, là, de la question vrai-faux, de quoi s'agit-il, ce genre de choses. Hein. Donc, c'est des questions un petit peu, c'est pas ludique, parce que le terme ludique, il est toujours un peu galvaudé, mais en tout cas, voilà, c'est motivant, j'ai envie de dire. Hein. Alors, vous verrez que j'ai demandé à Noémie de mettre sur le site aussi les types d'exercices et leur explication, et je vous conseille vraiment de le lire parce que je vous explique bien ce qu'on attend et comment ça se passe. Il y a 21 types d'exercices différents. Et donc, vous voyez, le premier, là, quel est l'intrus? Ben, ici, on est sur je travaille sur l'aspect sémantique. Ils ont appris le mot buter. Et donc, je demande danser, cogner, buter. Donc, cogner, buter, ben, buter, ça voulait dire cogner, c'était bien l'explication qu'on avait donnée, donc il faut comprendre que les deux vont ensemble, et puis après, c'est danser, puis après je reprends, voir, buter, regarder,
et je comprends que voir et regarder. Bon, vous voyez qu'en répondant à ces questions, les enfants sont obligés de faire des liens entre les mots, de vraiment reconsidérer les mots et les relations qu'il y a entre les mots. Pour comprendre voir, regarder, buter, eh bien, il faut déjà comprendre le lien de synonymie entre voir et regarder pour comprendre que c'est buter. Alors, toujours, ils auront peut-être du mal au début, et c'est normal, et c'est bien pour ça qu'on le fait, parce que s'ils savaient le faire, et ça veut dire qu'ils n'apprennent pas. Alors, ne vous inquiétez pas, au début, quel est l'intrus danser, cogner, buter, eh ben, ils ont du mal, ils ne trouvent pas. Et petit à petit, vous allez leur mettre dans la tête des chemins différents de comment je regarde des liens entre les mots. Et donc, je vais beaucoup jouer avec ces différents liens entre les mots. Je vais donc dire quel est l'intrus, c'est sémantique, de quoi s'agit-il? Et bien là, on travaille sur la définition. Vous savez ô combien, quand on définit un mot, les élèves sont pas, c'est pas si simple pour eux de pouvoir dire de quel mot il s'agit, parce que c'est une façon de parler qui est bien particulière. Ici, il se trouve que sur le cartable magique, sur la première, il y a un intrus qui est grammatical. Bon, je suis un petit peu gênée de l'avoir mis en première feuille, en premier exercice, mais c'est comme ça. Mais bon, regardez, l'intrus est grammatical, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de regarder les explications. Ça, c'est aussi un travail qui vous permet de travailler la nature des mots. Vous savez, pour le CE1, CE2, combien c'est compliqué que nos élèves reconnaissent un verbe, un adjectif et qui se familiarisent avec ce vocabulaire. Et donc, ici, les enfants vont utiliser des savoirs langagiers pour pouvoir trouver l'intrus. Par exemple, je peux buter, je peux regarder, mais je ne peux pas pied. Je vais dire je peux pied. C'est un pied. Vous voyez, du coup, grâce à ces compétences langagières, eh ben, vos élèves peuvent trouver l'intrus et à vous après de dire ben oui, buter, regarder, c'est un verbe et pied, c'est un nom commun. Et je peux vous assurer, moi qui ai beaucoup enseigné comme ça et qui ai fait de la recherche dans les classes à propos de l'acquisition du métalangage grâce à l'appui que les enfants peuvent faire sur leurs compétences langagières, que ça donne de très bons résultats. Voilà. Donc, j'aurais peut-être pas dû le mettre en fiche 1, mais voilà. Et donc, vous allez avoir des intrus qui sont aussi morphologiques, c'est-à-dire, par exemple, il y a sanguinaire, sanguin et sentiment. Sanguinaire, c'est le mot qu'ils ont appris, donc je le mets avec sanguin. Et puis sentiment, c'est un mot, vous voyez, qui va ressembler. J'ai un peu travaillé sur la paronymie, il lui ressemble un peu à ce mot. Voilà, vous avez aussi, je termine Noémie, j'ai bien vu qu'il y a la carte après. Je termine encore par un autre exemple que je voulais vous dire, qui est, on va poser une question aux élèves et il y a deux choses que je voudrais vous dire. Trouver un mot à partir d'une définition qui utilise le métalangage. Il y a aussi des exercices comme ça que vous allez trouver. Donc, par exemple, c'est un nom féminin singulier de 5 lettres qui commence par la lettre Q et qui termine par la lettre E. Il a un lien de parenté avec le mot enquête. Ou bien je peux dire, il est le contraire de, ou il est le synonyme de. Vous voyez? Donc, il y a ça aussi, des exercices comme ça pour qu'ils se familiarisent avec le métalangage. Et sur les connecteurs, vous avez des fiches par exemple, je peux sortir bien qu'il fasse beau. Est-ce que c'est juste ou pas? Ben non, c'est pas juste. Vous voyez, c'est le connecteur qui ne convient pas. Voilà, vous avez des exercices aussi de ce type-là et il y en a beaucoup. Voilà. Alors pour terminer, simplement pour vous faire un rappel rapide de ce qui est disponible sur notre site en téléchargement. Donc pour les deux ouvrages, vous avez du matériel associé. Vous avez donc des flashcards de vocabulaire pour qu'on puisse montrer les images à chaque fois qu'il est nécessaire. La liste qui répertorie tous les mots de vocabulaire travaillés dans les deux ouvrages. Une petite progression annuelle.
des fiches d'activité, donc le quart d'heure démo en CE1, CE2 et des petites fiches d'activité plus courtes en CP. Et en CP, vous avez aussi quelques affiches et les résumés du texte. Donc, voilà pour l'ensemble de la présentation. Il nous reste un peu de temps pour les questions, mais si Violaine, tu as une sélection de questions à poser à Pascal, c'est parti. Oui, en effet, on a eu pas mal de questions déjà. Et particulièrement aussi déjà par rapport au cahier qui accompagne une histoire par jour. On nous demandait si c'était les élèves doivent écrire quelque chose dans les cahiers. Je pense que oui. Alors, dans les cahiers, les élèves, là, on les a imaginés. Les cahiers de compréhension du CP, on les a imaginés uniquement, ils doivent entourer ou barrer. Il y a toujours une question. L'idée, c'était deux choses. D'une part, de laisser une trace. On a des CP qui apprennent à lire, à écrire. Donc, il y a tout un temps où il n'y a pas cette facilité à lire et à écrire. Donc, les cahiers sont comme ça, on entoure et on coche. Dans le cahier, il y a toujours deux questions de compréhension et en dessous, il y a toujours une question qui permet de retravailler la stratégie. C'est pas, il y a compréhension du sens de l'histoire et ensuite une question sur la stratégie de compréhension, où il est obligé d'utiliser la stratégie de compréhension. Et en dessous, à chaque fois, ils ont les résumés. Et nous, dans le projet qu'on avait fait là à Strasbourg, on demandait aux parents, comme c'était tous les jours, on avait demandé aux parents que tous les soirs, le parent demande « raconte-moi l'histoire ». Et du coup, comme ils avaient le résumé, il y avait quelque chose qui était poursuivi à la maison. D'accord, très bien, merci. Alors, bien sûr, on a la question par rapport au double niveau, que ce soit du coup par rapport à un CE1, CE2, si on nous demande s'il est possible de travailler la série 1 une première année et la série 2 la deuxième. Tout à fait, c'est pensé comme ça. En deux, ok. Tout à fait, c'est On pensé ne comme partage ça. pas la classe en deux. Non, 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 non. On peut faire la série 1 pour des CE2, vraiment, tout à fait. Pas de problème. D'accord. Et donc, moi, ça m'amène à poser la question par rapport à, vu que on a vu avant qu'on avait pas mal aussi de classes CP, CE1. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour une classe de double niveau CP, CE1? Alors, ce que je conseille, la question qui se pose, c'est qu'en CP, CE1 et CE1, c'est beaucoup de temps qui est pris sur de la lecture entendue. Chez les CP, cette lecture entendue quotidienne, elle est intéressante et importante. Et chez les CE1, il faudrait qu'ils lisent plus par eux-mêmes. Donc, moi, je ferai 2 histoires entendues à tout le monde. Et puis ensuite, les CE1, qui relisent les histoires, qu'on leur donne les textes ou quelque chose comme ça. Mais qu'ils aient un moment de la lecture où eux, ils lisent. D'accord, merci. On a pas mal de questions aussi par rapport à la durée de la séance, qui serait un peu longue, environ 1 heure, et s'il est possible de scinder, la séance en sous-séances. Alors, on me parle de quoi? Du CP ou du CE1? Alors là, je ne sais pas si je ne pourrais pas vous dire si c'était... Alors, bon, mais la réponse est la même, que ce soit CP ou CE1. On peut scinder, il y a quelque chose qui doit être... on donne l'objectif d'apprentissage, on crée l'horizon d'attente et on fait la lecture commentée. Et à la fin, on redit l'objectif d'apprentissage. Voilà, boum, ça, on peut s'arrêter là. Après, on peut avoir un autre temps, que ce soit pour les CP ou les CE1, où on va faire tout ce qui concerne la langue orale. Donc, chez les CP, il y a juste cette histoire de raconter l'histoire avec ses propres mots. On peut faire à un autre moment. Voilà. D'accord. Et puis, chez les CE1, de toute façon, toute cette partie d'écrire, expliquer, débattre, écrire, on peut vraiment la faire à un autre moment. D'accord, on avait justement aussi la question par rapport au quart d'heure démo, s'il pouvait être, c'était un temps qui pouvait être décroché du temps de lecture. Oui. Super. Après, c'est la façon aussi dont l'enseignant, voilà, le quart d'heure démo, je le fais le lendemain, et je dis, vous vous souvenez, hier, je vous ai lu le cartable magique, vous avez appris le mot buter, vous avez appris le mot mapmonde, vous avez appris ça, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire? Et pouf, on fait les exercices, vous voyez. Donc, on réactive
on est toujours dans la phase de stockage. Et puis ensuite, on fait la fiche quart d'heure démo. Entendu. On avait une autre question. S'il était nécessaire d'acheter les albums qui sont proposés dans le guide de l'enseignant pour la classe ou les textes intégraux de l'ouvrage sont-ils suffisants? Alors, les textes de l'ouvrage sont parfaitement suffisants. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que le fait de travailler sans les illustrations, c'est quelque chose qui est très apprenant pour les enfants. Et donc, ils sont largement suffisants. Après, il y a des enseignants qui achètent les albums parce que les albums s'adressent aux enfants, ils vont les mettre dans la classe. Vous voyez, les histoires qui ont beaucoup plu aux enfants, ben, ils ne peuvent pas les prendre puisque c'est dans l'ouvrage qui est sur le bureau de la maîtresse ou du maître. Hein. Et donc, voilà, c'est bien d'acheter. Mais c'est juste pour ça, pour que les enfants puissent le lire et le reprendre seul dans un moment juste pour eux, quoi. Et à mettre du coup du côté de la bibliothèque quand même, en tout cas les textes qui ont plu le plus Voilà. d'élèves. Oui. Et peut-être les textes suffisent, hein. C'est vraiment les textes suffisent. Une dernière question qu'on a eue, c'est quel outil utiliser pour conserver tout le travail relatif à cette méthode de compréhension? Ben moi, je prendrais un cahier. Là, alors, pour le CP, ils ont les petits livrets, là, mais puis ils peuvent aussi prendre un petit cahier. Hein, bon. Mais maintenant, pour le CE1, CE2, moi, franchement, je prendrais un cahier, qui est mon cahier Une histoire par semaine. Et vous verrez, hein, à chaque fois, je propose, ben, l'élève écrit le titre de l'histoire, ensuite, il y a la question, il écrit, et puis en bas, il fait l'illustration. Et donc, comme ça, et puis, si moi j'étais dans ma classe, quoi, ce que je ferais aussi, c'est que je téléchargerais les résumés et que je collerais le résumé. Je mettrai à chaque fois le résumé de l'histoire, puisque vous l'avez sur le site, enfin, ils sont aussi téléchargeables sur le site. On les trouve dans l'ouvrage, mais ils sont téléchargeables sur le site. Et donc, moi, je mettrai aussi le résumé. Et du coup, ce serait vraiment un cahier où à chaque fois, ils peuvent reprendre, se rappeler l'histoire parce qu'il y a le résumé, se rappeler de certains points qui ont été vus avec l'ensemble de la classe parce qu'il y a la trace écrite du débat. Parfois, la trace écrite, c'est de la description aussi, hein, mais il y a toujours une trace écrite. Et puis après, les enfants peuvent illustrer s'ils veulent. On nous demande d'ailleurs si vous choisiriez plutôt un cahier A5 ou A4 pour le format du cahier. A5. Et franchement, si quelqu'un fait un cahier, qui me l'envoie, quoi. J'ai trop envie de voir un cahier fait par les élèves. Vraiment, j'adore ça, moi. N'hésitez pas alors à nous Oui, envoyer vraiment, des un cahiers. cahier, une histoire par semaine, et puis après, ils écrivent la date, il y a le résumé, il y a la question, ils font une illustration, ensuite, sur l'autre page, et on a ouais, c'est 30 pages hein, seront prises, hein, puisque on l'a fait sur 30 semaines. Hein. Non, même plus, avec à chaque fois l'étape 6. 36, oui, on a fait plus. Hein. Ah oui, si quelqu'un après veut m'envoyer le cahier, hein, enfin me le scanner, me l'envoyer, je suis facile à trouver. Hein, c'est sur Internet Unistra. Hein. Voilà. Et en tout cas, voilà. Merci Sophia là, qui dit volontiers. Je me réjouis. En tout cas, sinon, vous avez mon mail. Moi, je reviens vers vous par mail en vous donnant l'enregistrement du webinaire, tous les liens qui seront nécessaires pour retrouver l'ensemble des produits de la collection. Et donc, vous aurez mon mail aussi. Donc, n'hésitez pas à nous partager des photos, des cahiers, etc. Ah ouais, je redonnerai à Pascal. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci Noémie et Pascal. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à ajouter pour conclure ce webinaire. Ben moi, mon mot, c'est de dire que ben voilà, de vous remercier d'avoir été là et puis que ce livre, que ces deux ouvrages,
je les ai faits avec beaucoup beaucoup de cœur pour aider les enseignants. Encore une fois, j'ai été enseignante très longtemps et je connais la charge de travail. J'enseigne au M2 là actuellement et je connais la charge de travail. Et donc, si ça vous simplifie la vie et que grâce à ça, vous arrivez mieux à enseigner la compréhension, eh bien, j'en suis ravie. Et si vous m'envoyez des pages de cahier, j'en serai ravie aussi. Et merci pour votre attention, évidemment. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté de venir nous présenter donc, cette collection. Et merci à tous pour les retours qu'on a aussi du côté du chat. On est ravis si ça vous a convaincu de prendre la méthode pour l'année prochaine. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, même du courant de l'année prochaine, quand vous l'utiliserez avec vos élèves, soit pour nous partager des photos des cahiers ou même juste pour nous faire vos retours. Une fois que vous l'aurez testé et découvert avec vos élèves. On est bien sûr à l'écoute de tous les retours. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt et bonne journée.